chime is back? I love the sound. This chip. I see Apple M1. It's the Apple chip. Oh, that's cool. I mean, I'm just gonna get right into it. It opens like that. It's super responsive. Wow, they're really fast. It feels very playful. Click, 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 click. It's got 8 cores in it. This tiny thing. Not even warm. It's probably cooler than my own hands. The battery is more time than I generally spend awake in a day. No noise. It's absolutely silent. Can't hear anything. What's really satisfying is when you're sitting with someone and they go like, I want it to be like, and you go like, great. And you can, the faster you can make that happen for them, like that to me is like wizardry. There is a magic that happens here. It's really about letting me create faster than my hand can move. I'm doing this on a MacBook Air now, which means it's more accessible. I can get used to this. Whoa. Oh my god, so fast. That's crazy. Bonjour à tout le monde. Alors, il est 2 heures. On vous a fait un petit peu patienter le temps que tout le monde se connecte. Je vois qu'on est déjà un petit peu nombreux cet après-midi, donc on va peut-être pas trop tarder à commencer. Ce que je vous propose, c'est de donc laisser normalement vos micros éteints, vos caméras aussi en off pour cette session. Donc Mathieu Lejeune qui va se présenter et qui va donc intervenir cet après-midi autour de cette puce M1. Je voulais simplement dire qu'on va le laisser développer un petit peu cet après-midi. Vous aurez le chat par contre qui sera ouvert. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et on rouvrira vos micros et vos caméras à la fin de la séance. Une petite séance, on s'est donné à peu près 1 heure. La présentation de Mathieu va durer à peu près 30-45 minutes. Et puis après, vous aurez tout le loisir pour poser vos questions. N'hésitez pas pendant le chat, je suis là aussi. Et puis Mathieu, écoute, je vais te laisser la main et puis la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je vais vous partager la vidéo. Tac. Alors, est-ce qu'il prend le partage? Keynote. Ouais. Hop là, voilà, pardon. C'est parti. Est-ce que c'est tout bon, Flora? Vous voyez l'écran? C'est tout bon, c'est parfait. On va pouvoir t'écouter attentivement. C'est parfait, merci beaucoup. Alors, donc, je vais me présenter déjà, Mathieu Lejeune. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent déjà. Je suis directeur IT de Hard Computer, donc je travaille depuis 3 ans maintenant chez Hard Computer. Je travaille dans le monde d'Apple depuis 2006 et puis à titre personnel, j'utilise des machines Apple depuis pratiquement ma naissance. Voilà, donc ça fait déjà quelques années que j'accompagne nos clients pour leur transformation digitale et que j'aide tous nos clients au mieux pour ça. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler de la puce M1 qui fait partie de l'architecture Apple Silicon, donc qui est toute nouvelle, et avec un axe particulier sur la gestion des appareils avec les serveurs MDM, à travers un retour d'expérience de ce que nous, on a rencontré, et puis voilà, essayer de vous aider à intégrer ces machines dans votre parc au mieux à l'avenir. Alors, on va faire 3 étapes. Brièvement, je vais rappeler les caractéristiques du processeur M1. Je pense que vous en avez tous entendu parler déjà, mais voilà, ça vaut le coup de rappeler quand même les principales caractéristiques et qualités de ce processeur. Ensuite, on fera un petit rappel des spécificités et des nouveautés de Big Sur, puisque la puce M1 et puis macOS Big Sur sont intimement liés, Big Sur ayant été développé spécifiquement pour la puce M1 d'Apple. Et enfin, donc là, le gros du sujet, qui est la conséquence de cette architecture sur la gestion des appareils. Donc, qu'est-ce que ça change pour nous, administrateurs de cette plateforme? Et donc, comment intégrer au mieux ces machines dans notre parc? Voilà, donc
J'ai voulu faire un petit rappel d'abord, juste pour situer. Tout le monde n'a pas connu le Mac depuis ses débuts, donc juste pour situer, c'est le troisième changement d'architecture majeur d'Apple depuis la sortie du premier Macintosh. Donc on a eu de 1984 à 94 les processeurs 68000, donc il y en a eu plusieurs itérations, mais en gros, c'était l'architecture 68000. Et puis, déjà à l'époque, il y a eu un switch vers le PowerPC, donc en 94, euh, où là, dès le début, comme aujourd'hui, Apple a intégré un émulateur 68000 dans le code de macOS, qui a fait que la transition finalement a été transparente pour les utilisateurs qui avaient des machines PowerPC. Ensuite, en 2006, nouvelle architecture, changement vers les processeurs Intel, avec encore une fois une émulation de l'architecture précédente, donc le PowerPC via Rosetta, qui était intégré au système et qui permettait de façon complètement transparente à nouveau d'exécuter les applications prévues pour PowerPC de façon à faciliter la transition et à la rendre la plus transparente possible pour les utilisateurs. Et puis l'année passée, en 2020, on a eu l'annonce de l'Apple Silicon, donc l'architecture nouvelle qui est basée sur l'architecture ARM et avec cette fois-ci l'intégration de Rosetta 2 dans macOS afin de à nouveau fournir une transition complètement transparente pour les utilisateurs avec une émulation cette fois-ci du code Intel x86. Euh, et donc cette fois-ci, j'ai parlé de transition transparente parce que c'est pas une évidence. On a pu voir par exemple le premier essai de Microsoft à faire du ARM avec la surface alors, pas la surface x86, mais la surface ARM qui est sortie il y a quelques années maintenant et qui n'incluait pas d'émulation. Il y avait simplement des binaires universels dans le Windows Store et c'était tout. Et en fait, ça n'a pas marché parce que la plupart des applications ne fonctionnaient pas et ils sont revenus en arrière. Aujourd'hui, ils sont en train de faire un petit peu comme Apple en incluant une émulation Intel dans Windows pour réessayer une nouvelle fois de faire la transition. Alors, la puce M1, donc c'est la première itération d'Apple dans l'architecture Apple Silicon. Il y en aura sans doute beaucoup d'autres derrière. C'est de l'architecture ARM64 avec 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU. Et le tout est un system on chip, donc tout est intégré dans une seule puce. Il n'y a pas une carte graphique dédiée, séparée. Et il y a également une mémoire unifiée, c'est-à-dire que la RAM elle-même est inclue dans la puce. Et donc ça permet d'accélérer énormément les transferts entre la RAM et le CPU, puisqu'ils sont au sein de la même puce. Et donc c'est ce qui va donner cette impression d'instantanéité quand on utilise un Mac M1. C'est vraiment tout est instantané puisque cette RAM est accessible directement ultra rapidement par le CPU. Alors, je ne l'ai pas noté, mais dans les 8 cœurs, il y en a 4 qui sont à haute performance et 4 qui sont à économie d'énergie. Et là, il est capable de switcher entre les deux de façon automatique, de façon à fournir à la fois beaucoup d'autonomie et à la fois beaucoup de performance. Justement, en parlant de performance, on est comparativement, donc ça c'est les chiffres Apple, comparativement au top of the line de chez Intel de l'année passée, en 2020, quand c'est sorti, au moment de l'annonce. On a 3 fois la performance par watt, ce qui veut dire que pour 1 watt d'énergie consommée, on va avoir 3 fois la performance. Et ça va nous permettre d'avoir une machine qui est 2 fois plus rapide que les haut de gamme de Intel du moment sur des tâches de calcul, tout en ayant 17 heures d'autonomie, donc largement plus qu'une journée de travail. Ceux qui ont entendu la petite vidéo d'intro tout à l'heure d'Apple, publicitaire, voilà, c'était quelque chose que un des intervenants disait, que voilà, il est rarement éveillé autant d'heures dans une journée, donc on peut se permettre aujourd'hui d'oublier son chargeur et c'est pas dramatique, on peut passer largement sa journée de travail avec son MacBook et ça, c'est vraiment une révolution, ça change la vie complètement. Et le tout dans un silence parfait, donc même plus que parfait pour le MacBook Air puisqu'il est complètement fanless. Enfin, voilà, et donc pas de ventilateur du tout. Et le MacBook Pro 13, pour en avoir un, je peux vous dire qu'il ne ventile jamais. Donc voilà, c'est vraiment encore une fois un très gros changement.
Euh, et voilà, et j'ai rajouté la petite note Secure Enclave parce que ça, c'est quelque chose de très intéressant aussi. C'est que la partie sécurité qui était intégrée depuis la puce T2 d'Apple qui est apparue il y a quelques années sur l'architecture Intel, maintenant, cette partie sécurité qui va gérer tous les échanges de crypto de la machine, la sécurisation le déverrouillage de file vault, le Touch ID, choses comme ça, tout ça va être stocké directement dans la Secure Enclave qui se situe dans la puce. Et donc, ça rajoute encore une couche de sécurité par rapport au fait d'avoir ça dans une puce séparée. C'est encore plus difficile à contourner si c'était possible. Euh, voilà. Et bonus, en plus, puisqu'on est sur une architecture ARM, pardon, on peut exécuter nativement les applications iOS. Alors ici, j'ai fait une petite capture d'écran de Radio Swiss Jazz et voilà, ça marche parfaitement et ça permet d'utiliser des applis qui n'existent pas sur Mac et qu'on utilise fréquemment sur notre iPhone ou notre iPad et de les utiliser nativement sur notre Mac. Donc ça, c'est un petit cadeau bonus en plus. macOS Big Sur, donc quelques mots. Euh, Comme je vous disais en introduction, il est vraiment très très lié à l'architecture M1. Évidemment, il fonctionne aussi sur Intel, mais il a été conçu dès la base, ça fait des années que Apple travaille dessus, pour être l'OS de Apple Silicon. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont liées à cette architecture-là. Évidemment, je rappelle rapidement les aspects les plus visibles pour l'utilisateur final. La toute nouvelle interface, donc, qui est le plus gros changement depuis macOS 10, je pense, ce qui justifie le nom macOS 11. On quitte les 10 points quelque chose. Euh, et depuis le passage de macOS 9 à macOS 10, on n'avait pas eu de aussi gros changement d'interface. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Avec un nouveau control center voilà, qui nous vient d'iOS et qui permet comme sur iOS, de rassembler tous les éléments importants de notre Mac voilà, comme activer le Bluetooth, le Wi-Fi, changer le contraste, etc. de façon plus simple qu'on le faisait avant. L'application message qui est maintenant au niveau de celle d'iOS avec tous les animojis, enfin, etc. Tout ce qui existait depuis un moment sur iOS qui est maintenant aussi présent sur la version Mac. Et puis voilà, plein d'autres choses comme un nouveau Safari, voilà, des widgets dans le centre de notification, l'application temps d'écran qui est maintenant mesure réellement le temps d'écran de chaque application et non le temps où l'application était en premier plan, comme c'était le cas sur Catalina. Donc ça nous procure des données beaucoup plus fines. Et puis ouais, les préférences de la batterie qui ont beaucoup changé aussi pour, à nouveau, comme dans iOS, permettre une optimisation de la batterie en optimisant la charge. Et puis évidemment beaucoup d'autres nouveautés. Je ne vais pas tout vous détailler ici, c'est pas l'objet de cette séance. Et la plus importante feature pour moi, c'est le retour du dongle de démarrage, qui est voilà, qui nous avait beaucoup manqué avec les dernières générations de Mac et qui sont de retour. Voilà. Pour ce qui est de la gestion à distance, alors là c'est un peu plus technique et c'est ce qui nous intéresse le plus. Il y avait beaucoup de nouveautés aussi dans macOS Big Sur. Euh, L'Auto Advance, alors je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous vont découvrir ça. C'est quelque chose qui était très demandé. Avec le DEP, on est capable de refaire de refaire des postes à distance depuis que la commande Start OS Install est arrivée donc je pense que c'est dans High Sierra que c'est arrivé, et depuis on avait possibilité de réinstaller une machine complètement à distance via le MDM pour pouvoir la restager, la remettre propre à zéro. Grâce à la PFS, la machine est capable d'effacer son propre disque et puis de se réinstaller toute seule. Mais on était bloqué sur l'étape de langue, pays et clavier. Aujourd'hui, si on est connecté au courant et qu'on est connecté au réseau filaire, on a la possibilité dans le pre-stage de faire du auto-advance, c'est-à-dire d'aller présélectionner le pays comme on le fait sur tvOS, et puis la machine va aller se configurer et arriver sur la login window directement sans qu'on l'ait touché du tout. Donc c'est vraiment pratique pour des labs ou des salles de cours pour pouvoir les remettre à zéro en quelques minutes.
sans toucher les machines et sans se déplacer. Donc ça, c'est vraiment une grande avancée. Euh, des nouvelles commandes MDM aussi pour la mise à jour des logiciels. Ça, on en reparlera en détail un peu plus loin. La gestion des apps du Mac App Store, alors aussi, comme c'est le cas sur iOS depuis longtemps, quand voilà, quand on désassocie, qu'on ne scope plus une application sur un appareil, sur iOS depuis toujours, ça désinstalle l'application. Sur Mac, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, ça va devenir le cas avec macOS Big Sur. On va pouvoir désinstaller des applications du Mac App Store via des commandes MDM. Beaucoup de changements sur les privacy preferences. Donc ça, c'est un vaste sujet qui mériterait une keynote à elle toute seule. Donc ça, il y a, par exemple, depuis Mojave ou Catalina, il y avait possibilité de... Alors c'est Catalina, oui. On pouvait, via des privacy preferences, donner à l'utilisateur la possibilité de... euh, non, voilà, pas partager son écran, justement, je me perds dans mes mots. On avait possibilité de faire des profils via le MDM pour approuver comment ça s'appelle, le partage de sessions avec, par exemple, Microsoft Teams ou WebEx. Par contre, on ne pouvait pas forcer la caméra ou, comment dire, le partage d'écran. Et ça, c'est quelque chose que l'utilisateur pouvait faire sans déverrouiller le cadenas de sa préférence système. Aujourd'hui, avec Big Sur, il ne peut plus le faire par défaut. Il va falloir faire un profil spécifique à Big Sur pour pouvoir autoriser l'utilisateur standard à activer ses préférences de confidentialité. Donc ça va encore plus loin sur la gestion des préférences. Euh, et enfin, la supervision. Alors la supervision, c'est quelque chose qui existe sur iOS aussi depuis très longtemps. C'est un flag qui va être activé lors du déploiement de l'appareil quand il est fait via le DEP, donc via l'enrôlement automatisé. Sur iOS, ça va nous permettre d'avoir des restrictions supplémentaires, d'avoir un contrôle complet de l'appareil. Et la supervision est apparue avec Catalina sur le Mac, avec peu d'effets à ce moment-là. C'était un framework qui était apparu et aujourd'hui, avec Big Sur, il commence à prendre un petit peu plus d'importance et on sent que, encore une fois, le monde iOS et le monde macOS sont en train de se rapprocher. Donc probablement que dans les versions suivantes de macOS, on aura une supervision complète, c'est-à-dire des restrictions ou des choses qui seront possibles que sur les machines supervisées. Alors c'est déjà le cas, par exemple, pour ce qui est des mises à jour logicielles obligatoires ou des choses comme ça. Et puis ça va s'étendre avec les versions suivantes de macOS, quoi. Donc pour la gestion à distance, la première chose et la plus importante, on va parler en détail de Rosetta 2 qui est, comme je le rappelle, qui est l'émulation x86 qui est intégrée dans macOS Big Sur pour processeur M1, pour architecture Apple Silicon. Et donc c'est quelque chose qui va être à prendre en compte parce que quand on est un utilisateur final à titre particulier, à titre privé, qu'on achète une machine Apple M1, la première fois qu'on va télécharger une application qui n'est pas native pour mon processeur M1, qui est compilée pour processeur Intel exclusivement, macOS est bien fait, il va automatiquement me télécharger Rosetta 2 dès la première utilisation. Lorsque cette installation de logiciel elle est faite dans le cadre d'un MDM, donc ma machine elle est enrôlée sur mon MDM, et que j'essaie de lui installer un PKG qui est nativement pour Intel et pas du tout compatible ARM64 et donc processeur M1, eh bien ça va échouer puisque l'installation va être faite en ligne de commande et quand c'est le cas, ça ne déclenche pas l'installation de Rosetta 2 automatiquement. Ça, c'est fait uniquement quand on le fait via le Finder. Et donc, il va falloir prendre ça en compte dans vos workflows de MDM en déclenchant l'installation de Rosetta dès le début de la phase d'enrôlement. Donc, ça, moi, je l'ai appris à la dure là, sur mon premier déploiement, puisque la première machine M1 n'a peut-être pas été pour moi dans notre parc, mais a été pour mon dirigeant. Et donc, je n'avais pas encore pris ces choses-là en compte dans mon workflow, ce qui fait que beaucoup de choses ont échoué.
Et ça m'a permis de rectifier tout ça de façon rapide. Et donc, la première chose à faire, c'est vraiment à faire en tout début de workflow. Ça va être de lancer cette commande-là sur les machines euh, M1. Et tout simplement, ça va déclencher l'installation de Rosetta. Et ensuite, tout le reste de mon workflow va fonctionner puisque les PKG, même Intel seulement, vont s'installer correctement. Alors, on s'est aussi rendu compte que sur des mises à jour mineures de macOS Big Sur, c'est-à-dire en passant par exemple de 11.01 à 11.1, on pouvait avoir des cas où Rosetta n'était plus installée après la mise à jour. Donc c'est quelque chose aussi qui est à prendre en compte dans vos workflows, c'est-à-dire que comme il peut disparaître, ça peut gêner l'utilisateur si jamais après sa mise à jour en 11.2, par exemple, il a perdu Rosetta, il va avoir des logiciels qui potentiellement ne vont plus fonctionner. Alors évidemment, au fur et à mesure que les éditeurs adaptent leur logiciel pour l'architecture Apple Silicon, ça va s'estomper, le besoin de Rosetta va s'atténuer et on n'en aura plus besoin dans quelques mois ou années. Mais pendant cette période de transition, c'est important de s'assurer qu'on a toujours Rosetta d'installer pour que tout fonctionne. Et alors, voilà, je vous ai mis un petit exemple de workflow qu'on a fait nous avec Jamf. Alors, nous, on utilise essentiellement Jamf. Euh, mais c'est quelque chose, c'est une logique qui peut être appliquée à n'importe quel MDM. Alors, je sais que par exemple, FileWave, eux, ils ont fait le choix d'installer Rosetta par défaut dès l'enrôlement via le DEP. Euh, Jamf laisse le choix parce que on n'est pas, c'est pas obligatoire d'installer Rosetta. On peut très bien, si on n'utilise que des applications natives, s'en passer complètement. Donc, les deux sont enfin, il y a les deux écoles, les deux sont possibles. Pour ce qui est de Jamf, donc moi, j'ai créé un attribut d'extension qui va me permettre de vérifier que Rosetta est installé. Pour ceci, voilà, je vous ai mis juste un exemple ici. Donc, on va juste chercher si le fichier com.apple.ohd, est présent. Dans les Launch Diamond, ça veut dire que Rosetta 2 est là. Et donc, après, je vais baser un groupe intelligent sur cette présence ou non de Rosetta 2. Je vais m'assurer que j'ai une mise à jour de l'inventaire qui est faite à chaque démarrage de machine. Comme ça, les gens, quand ils vont mettre à jour leur ordinateur, forcément, il y a un redémarrage à la fin. Donc, à la fin du redémarrage, ils ont une mise à jour de l'inventaire qui est soumise au MDM. Et donc là, s'il me manque Rosetta à ce moment-là, je vais rentrer dans le smart group des gens qui n'ont pas Rosetta et automatiquement, je vais avoir ma règle qui va réinstaller Rosetta via la commande qu'on a vue juste avant. Et donc, ça me permet de m'assurer que tout le monde l'a toujours, même si il disparaît après une mise à jour système. Alors, un petit mot sur les PKG. Alors, les binaires d'une application peuvent être pour une certaine architecture, mais le PKG lui-même, il est aussi avec un tag qui contient les architectures avec lesquelles est compatible le package. Et ça fait que c'est ce qui fait que votre workflow va échouer si Rosetta est manquant, c'est que votre MDM va essayer d'utiliser installer.app d'Apple pour installer votre PKG. Et si le PKG lui-même est tagué Intel seulement, eh bien, installer va échouer. Euh, donc, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. En général, le paquet va être généré. Alors, par exemple, si vous avez utilisé Jamf Composer avec des versions plus anciennes, ils seront forcément tagués Intel only et donc ils vont échouer. Et donc, Composer, depuis la version 10.27, permet de créer des packages qui sont tagués universel ou ARM64, et donc qui vont fonctionner dans vos packages d'enrôlement, même si Rosetta n'est pas là tout de suite, quoi. Donc, voilà, c'est juste une note qui est à prendre en compte aussi, pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, pour aussi prévoir vos applications et savoir essayer au mieux d'optimiser votre MDM. Les applications elles peuvent avoir trois types. Elles peuvent être Intel native, elles peuvent être Apple Silicon native et uniquement Apple Silicon, ou Universal, comme on avait exactement le cas avec les binaires universels PowerPC et Intel lors de la transition en 2006.
Donc certains éditeurs ont choisi de recompiler leur application en Universal. C'est le cas de Chrome, par exemple, Google Chrome, qui est disponible aujourd'hui en Universal. Donc vous pouvez le télécharger sur le site de Google et vous pouvez déployer un paquet unique sur votre parc qui fonctionnera de façon native sur les deux plateformes. D'autres applications sont uniquement Intel. Bon, alors évidemment, celles qui sont, on va dire, anciennes ou pas encore mises à jour pour l'architecture Apple. Euh, et d'autres ont fait le choix d'avoir des applications séparées. Donc, par exemple, Zoom existe à la fois en Intel Only et en Apple Silicon Only. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte aussi dans vos workflows d'installation. Donc, soit on peut juste pousser la version Intel à tout le monde et puis on s'embête pas. Et dans ce cas-là, elle fonctionnera pour la plupart enfin, elle fonctionnera avec Rosetta pour les gens qui ont des M1 et puis nativement pour les gens qui sont en Intel. Ou alors, vous allez pouvoir faire deux workflows d'installation pour la même application différents, avec les deux binaires, un pour Intel et un pour Apple Silicon. Et dans ce cas-là, jouer avec des groupes intelligents, par exemple, pour cibler les deux architectures et proposer la bonne version aux deux groupes d'utilisateurs, quoi. C'est le cas de VLC aussi, par exemple, qui a aussi une version Apple Silicon native, si je ne me trompe pas. Et voilà, plusieurs autres applications qui ont fait ce choix-là d'avoir deux binaires différents pour les deux architectures. Alors, je vous ai mis ici deux URL, Does It ARM et Is Apple Silicon Ready, qui sont deux sites très très bien faits. Vous allez pouvoir vérifier si vos applications sont compatibles à Apple Silicon, soit via Rosetta, soit nativement, et depuis quelle date, etc. Donc, et avec quelle version, etc. Donc ça, c'est vraiment très important. Ça va vous permettre d'aller, avant de déployer les premiers Mac M1 dans votre parc, d'aller automatiquement vérifier toutes vos applications de votre parc, si elles sont à jour dans votre parc à vous, si vous pouvez les mettre à jour, et si elles sont natives ou compatibles via Rosetta, etc. Donc ça vous permet d'anticiper pour toutes vos apps. Alors, le deuxième point, c'est les mises à jour système, alors qui ont aussi beaucoup changé avec macOS Big Sur, mais encore plus avec les Mac Apple Silicon. Et la grosse nouveauté, c'est qu'il n'y a plus de combo updates, c'est-à-dire que ceux qui sont administrateurs Apple depuis longtemps, eh bien, ils ont l'habitude de télécharger des updates, des combos, comme on appelait, ou des incremental updates. Donc, qui était par exemple la mise à jour de, je sais pas, 10.14.3 à 10.14.4. On pouvait télécharger une combo de la 10.14.4 et puis elle s'installait sur n'importe quelle version 10.14 et on la déployait via un PKG à tout le monde. Eh bien, Apple ne distribue plus avec Big Sur de combo updates puisque leurs recommandations pour les mises à jour ont changé. Et donc, on a trois possibilités aujourd'hui enfin, moi, j'ai noté trois possibilités de faire ces mises à jour-là sur notre parc de machines Big Sur. La première, c'est de simplement confier à l'utilisateur final la gestion de ces mises à jour. Donc ça va se faire via un profil de configuration dans lequel on va pouvoir définir qu'on veut installer les mises à jour automatiquement ou les mises à jour de l'App Store, les mises à jour, est-ce qu'on vérifie les mises à jour ou pas, etc. Et puis également, on va pouvoir cacher les mises à jour système et ou d'applications, ça c'est nouveau avec Big Sur, pendant un certain nombre de jours, donc jusqu'à 90 jours, si on veut avoir le temps de les valider, les tester, d'attendre les retours sur les forums, etc., avant chaque mise à jour. On va pouvoir se donner un petit délai pour déployer les mises à jour, qu'elles seront simplement invisibles pour les utilisateurs, même si vous les avez mis en téléchargement automatique pour vos utilisateurs. Donc ça, c'est la première méthode. On va pouvoir simplement déléguer à l'utilisateur la gestion de ces mises à jour. Donc ça, c'est quelque chose. Alors, ça dépend des environnements. Il y en a où ça va très bien se passer, d'autres où les utilisateurs ne font jamais leur mise à jour.
Même quand on leur met automatically install, ça leur dit que ça va s'installer ce soir et puis voilà, ça s'installe jamais puisqu'ils sont plus là, ils ont éteint leur machine, enfin peu importe. Et donc dans ces cas-là, on va pouvoir utiliser les nouvelles commandes MDM euh, pour forcer les mises à jour. Et donc ça, c'est des commandes MDM qui sont exactement comme elles ont toujours été sur iOS et iPadOS. C'est-à-dire qu'on va envoyer ponctuellement une commande qui va demander à la machine de télécharger les mises à jour macOS disponibles et soit les proposer à l'utilisateur, soit les installer et les redémarrer de force. Donc exactement comme sur iOS. Euh, Si on veut l'installation forcée, ça nécessite un Bootstrap token. Alors, euh, le Bootstrap token, juste en quelques mots, je vais en reparler tout à l'heure aussi un peu plus tard. C'est quelque chose qui est apparu avec Catalina. Euh, Vous connaissez sans doute les Secure Tokens qui permettent à un utilisateur de déverrouiller un disque FileVault depuis Catalina, ou même Mojave, je pense. Ouais. Non, ouais, Mojave, ouais, c'est clairement. Et donc le Bootstrap Token qui est arrivé avec Catalina permet au MDM de donner un Secure Token aux utilisateurs qui n'en ont pas. Et c'est quelque chose qui manquait avant, justement. Et avec Catalina, c'est arrivé pour les utilisateurs Active Directory ou le premier administrateur local, si je ne dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, c'est possible enfin, ils ont étendu avec Big Sur la possibilité de donner le Bootstrap Token, enfin, de donner des secure tokens à tout le monde via le Bootstrap Token. Donc le MDM va pouvoir le faire automatiquement. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir vérifier aussi. Il va falloir être sûr que vos utilisateurs, enfin, que vos machines aient un Bootstrap Token, c'est-à-dire qu'elles ont été enrôlées via le DEP, c'est automatique dans ce cas-là. Si elles ont été enrôlées en Big Sur avec le DEP, si c'est pas le cas, il va falloir, tant que c'est documenté chez Apple et chez les vendeurs de MDM, comment vérifier si les machines ont un Bootstrap token ou non. Et si elles n'en ont pas, vous pouvez en émettre un avec une commande Profiles assez facilement. Donc tout ça, c'est bien documenté. Et la troisième méthode pour mettre à jour les choses, donc, c'est très lourd, donc moi je ne vous conseille pas d'utiliser vraiment cette méthode-là, mais il est toujours possible en fait, au lieu de déployer des combo updates ou des incremental updates, de déployer le package complet de macOS Big Sur qui contient la commande StartOS install comme avant. Et donc dans ce cas-là, il va falloir créer un paquet qui va être gigantesque de 11 Go actuellement et le déployer aux utilisateurs. Et on peut faire des mises à jour mineures de cette façon-là, c'est-à-dire passer de 11.0.1 à 11.1 ou 11.2 ou 11.2.1, peu importe, en réinstallant le macOS complet. C'est-à-dire qu'on va déployer d'abord le programme installer macOS Big Sur.app dans l'application à nos utilisateurs. Et derrière, on lance un script qui va exécuter la commande StartOS install à l'intérieur de cette application-là. Comme on le fait pour faire une mise à jour majeure, mais on peut le faire aussi pour faire des mises à jour mineures, même si c'est extrêmement lourd puisque ça fait 11 Go. Et puis on a une petite subtilité, c'est que c'est la première fois qu'on a un programme d'installation avec Big Sur qui contient un fichier unique qui dépasse les 8 Go. Donc on a découvert que le format PKG ne supportait pas d'avoir des fichiers plus gros que 8 Go. Donc la construction de notre paquet d'installation de Big Sur pour déployer le point app dans l'application est un peu plus, nécessite une réflexion supplémentaire. Alors ça existe déjà, il y a des scripts qui existent pour aller télécharger un installeur qui fonctionne, etc. Ou alors on peut faire des DMG, enfin il y a plein de façons de faire. Euh, et attention, alors sur Apple Silicon, on peut plus simplement euh, lancer le StartOS install comme on le faisait avant depuis iSierra. Aujourd'hui, il faut authentifier l'installation avec un utilisateur administrateur de la machine. Donc si on lance ça via un script, même si c'est exécuté en route par le MDM, il va falloir envoyer le mot de passe dans l'entrée standard via un echo, un pipe, et puis via les nouveaux arguments "-user" et "-stdin pass", on va pouvoir authentifier cette commande pour que ça fonctionne.
Troisième point, alors les kernels extensions, très vaste sujet également. Alors, les kernels extensions, elles sont dépréciées depuis High Sierra. Apple en parle depuis très longtemps, ça va disparaître. Pourquoi? Parce que les KX, donc c'est des, pour rappel, des pilotes noyaux, donc qui fonctionnent en espace noyau, qui vont permettre d'installer par exemple un antivirus, typiquement, qui va avoir un KX dans le noyau, qui va avoir tous les droits sur la machine. Ça peut être aussi, alors, bizarrement, certains constructeurs d'imprimantes mettent aussi des KX donc, pour leur driver. Ça peut être voilà, des pilotes de n'importe quel périphérique ou des file systems supplémentaires, des choses comme ça. Clairement, Apple ne veut plus rien dans l'espace noyau parce que ça revient à donner les clés de la maison à quelqu'un de tiers. Et Apple fait des efforts énormes pour sécuriser macOS. Et si on donne l'accès complet au noyau à un tiers, ça casse tout le principe de la sécurité. Et on a déjà vu dans le monde PC des fournisseurs d'antivirus, par exemple, qui avaient eu leurs clés de chiffrement qui ont été hackées au plus haut niveau, ce qui fait qu'il y avait des binaires corrompus qui ont été distribués par l'éditeur d'antivirus. Et ça c'est la pire chose qui puisse arriver. Donc pour éviter ça, Apple demande aux développeurs de migrer vers les System Extensions, qui sont un nouveau framework donc, qui existe depuis au moins Mojave. Et donc les éditeurs doivent redévelopper, parce que c'est une API complètement différente, ils doivent redévelopper leurs extensions. Et là, les extensions tournent en mode utilisateur, c'est-à-dire qu'elles sont plus en mode noyau, elles sont au-dessus dans le userland, comme on dit. Et elles échangent avec une API que Apple a définie dans différents systèmes possibles. Il y a le endpoint protections, le network protection, le pilote de périphérique, etc. Il y a différents types d'extensions qui sont possibles. Et puis, donc, c'est des interfaces de programmation qui sont complètement différentes. Donc, ce qui explique pourquoi les développeurs ne sont pas encore à jour et que les KX existent toujours. Et donc, Apple a encore laissé les KX dans macOS Big Sur, mais elles deviennent de plus en plus compliquées à utiliser, comme on va le voir juste après. Donc, déjà, depuis Catalina, ou même peut-être Mojave, les kernels extensions, il fallait les pré-approuver. Alors ça, vous avez sans doute déjà joué avec ça. On générait des profils pour chaque éditeur qui fournit des KX, dans lequel on mettait le Team ID, ici par exemple pour le pilote de file system de Box. On mettait le Team ID et puis le bundle ID de l'extension qu'on voulait charger. Et en fait, en distribuant un profil de configuration à la machine, on pouvait pré-approuver ce profil-là. Et comme ça, il fonctionnait automatiquement pour mes utilisateurs sans qu'on ait besoin, que l'utilisateur ait besoin de les approuver. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça directement. Donc, en faisant un profil, on va permettre à l'utilisateur de l'approuver, même s'il n'est pas enfin, administrateur de la machine. Donc, il faut toujours générer ces profils-là si on a des KX qu'on a à utiliser, qu'on ne peut pas s'en séparer. Et surtout, la machine ne va pas pouvoir charger dynamiquement un KX comme c'était le cas avant. Il va falloir redémarrer obligatoirement pour pouvoir charger les KX, qu'ils soient nouveaux ou qu'ils soient mis à jour. Donc ça, c'est important aussi. Si vous déployez une nouvelle version d'une extension de noyau, il va falloir à nouveau l'approuver et donc à nouveau redémarrer la machine pour reconstruire le cache des extensions approuvées. Et sur Apple Silicon, ça va encore plus loin. Alors déjà, la première chose à prendre en compte et à pas oublier, c'est que les extensions noyau, comme elles tournent en espace noyau, elles ne fonctionnent pas avec Rosetta. Donc, les KX fonctionnent. Le principe de KX fonctionne sur Apple Silicon, mais il faut que ce soit un KX qui soit compilé pour Apple Silicon, donc que le développeur ait recompilé ça pour l'architecture Apple. Donc, ça doit être un KX natif. Et surtout, il va falloir passer le système en mode sécurité réduite pour pouvoir installer des kernel extensions et pour que le MDM puisse installer des kernel extensions. Donc ça veut dire que vous voyez là, vous avez une capture d'écran. Donc ça, c'est quand on démarre dans la recovery OS d'un Mac en Apple Silicon. On va pouvoir aller dans l'utilitaire de sécurité du démarrage.
Et là, il va falloir passer de Full Security à Reduce Security et autoriser le MDM à gérer les extensions noyaux et les software updates. Ça, c'est quelque chose qui peut être activé par le MDM automatiquement, heureusement, pour les machines qui proviennent de l'enrôlement automatisé, c'est-à-dire du DEP. Par contre, si c'est des machines qu'on a enrôlées à la main, via un enrôlement utilisateur, par exemple, eh bien, ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'un administrateur va devoir redémarrer chaque machine pour aller baisser le niveau de sécurité si vous avez. Ça veut dire qu'il faut avoir des machines enrôlées manuellement et pour lesquelles vous avez des KX à utiliser obligatoirement. Mais dans ce cas-là, il faut faire ça. Et de façon, pour charger les KX, il y a une nouvelle possibilité pour les MDM, c'est de lancer une commande MDM qui va avoir l'option Rebuild Kernel Cache. Et donc, ça va permettre d'approuver le KX à la place de l'utilisateur en envoyant ce reboot. Alors, c'est beaucoup plus complexe que ça l'était avant, c'est volontaire, c'est pour que tout le monde passe sur des systèmes extension qui sont nettement plus secure et propres. Mais voilà, on peut toujours utiliser avec ces contraintes et il y a des systèmes qui permettent de faire fonctionner tout ça. Euh, et pour pouvoir utiliser le Rebuild Kernel Cache, encore une fois, il faut un Bootstrap token, c'est-à-dire que la machine, elle est donner l'autorisation au MDM de gérer les clés de sécurité de la machine. Euh, et on va faire un point en dernier sur le quatrième point, c'est Recovery OS. Puisque vous n'avez pas tous forcément eu des machines M1 entre les mains, c'est une grande découverte. Il y a plein de choses qui changent. En l'occurrence, Recovery OS remplace la partition de récupération qu'on avait sur les Mac Intel. Donc, par exemple, les raccourcis de démarrage de type commande R, commande option R qu'on utilisait sur un Mac Intel ne fonctionnent pas sur un Mac Apple Silicon. Maintenant, on a simplement des options de démarrage qu'on va activer avec la machine éteinte. On va garder le bouton Power appuyé jusqu'à ce qu'on ait ce petit menu de démarrage qu'on voit à l'écran. Euh, Si on a un problème au démarrage, alors ça peut arriver, un problème quelconque, ça peut être. Alors Apple, dans ses docs, parle de, par exemple, suite à une panne de courant, la machine va rester sur la pomme et elle ne va plus démarrer, par exemple, ça peut arriver. Ou alors, ça peut être. Euh, je sais pas, ouais, alors, n'importe quel problème de démarrage finalement. Un problème aussi avec la gestion d'énergie ou des choses comme ça. Euh, Moi, j'ai eu un problème sur une machine aussi où elle voulait. Il n'y avait plus aucun compte administrateur qui fonctionnait à la fin du déploiement, pour je ne sais quelle raison. Donc, aucun des mots de passe que j'avais, dont j'étais sûr, puisqu'ils étaient créés par le MDM, ne fonctionnait. Et en fait, bah, j'ai cherché sur les forums et j'ai trouvé que la seule façon de récupérer cette machine-là, c'était via ces nouveaux mécanismes de restauration alors, il y en a deux. Il y a le relancer, revive, ou restaurer. Et en fait, ça va se faire via Apple Configurator 2, exactement comme on le fait sur un iPad. Et donc, on va passer la machine en mode DFU. Alors ça, c'est documenté sur un article de la KBase d'Apple. On doit utiliser un port spécifique de la machine à restaurer. Ça marche pas sur tous les ports USB-C. Il va falloir utiliser le bon. Et ça, c'est documenté sur la page d'Apple. Euh, Sur le Mac mini, ça va être tel port. Sur le MacBook Pro, ça va être tel port, etc. On utilise un câble USB-C. Attention, un câble USB-C data, pas un câble de charge fourni avec les Mac. Il faut un câble de données. Et puis, on va passer la machine en DFU avec une combinaison de touches particulière qui est documentée aussi. Et on va la brancher à un autre Mac qui a Apple Configurator 2 qu'on va télécharger sur l'App Store, le Mac App Store. Et là, vous voyez, donc, il va détecter mon Mac qui est branché en mode DFU. Et puis, dans les options, on va pouvoir cliquer sur Advanced et soit Revive, soit Restaurer, donc effacer le contenu et les réglages. Donc, c'est exactement. On va pouvoir réinstaller la machine à partir d'un autre Mac, exactement comme on le fait sur un iPad. Donc, si on fait un revive, ça va juste réinstaller la Recovery OS et mettre à jour le firmware de la machine. Et puis, si on fait un restaurer, ben, ça va restaurer tout macOS en plus. Et donc, ce sont deux étapes qui vont permettre de reprendre la main sur une machine qui pose des soucis.
Et donc, ouais, ça va permettre, ouais, c'est un nouveau mode de fonctionnement qu'il va falloir prendre en compte, et donc avoir les bons câbles et puis apprendre les bonnes manips. Et enfin, dernière chose, c'est que le Target Disk Mode, que vous connaissez sans doute tous, qui existe depuis 91 avec le SCSI à l'époque, puis le FireWire, puis l'USB-C, puis le Thunderbolt. Donc ça existe depuis très longtemps, et ça permettait avec la touche T de rendre un Mac de passer un Mac en mode Target Disk Mode, et donc qu'il devienne un disque externe, basiquement. Donc on le branche à un autre Mac et puis il monte comme un disque dur sur la machine. Ça n'existe plus avec l'Apple Silicon, et en fait ça a été remplacé par le SMB Sharing Mode, qu'on va activer via le Recovery OS quand on démarre avec les options de démarrage. On va cliquer sur SMB Sharing Mode, et en fait, tout simplement, on va brancher un câble réseau entre deux Macs, et on va pouvoir, avec le Finder de l'autre Mac, monter le disque dur complet de la machine en SMB. Donc en fait, ça devient, j'ai envie de dire, même encore plus simple, parce qu'on peut du coup récupérer les données même sur un PC si on voulait. Il deviendrait accessible en SMB très très facilement. Donc ça devient plus simple, parce que en fait, le Target Disk Mode c'était bien, mais il était dépendant de la technologie de la machine. C'était soit Thunderbolt, soit USB-C seulement, soit FireWire, soit etc. Euh, et donc, quand on avait des parcs uniformes où on n'avait pas forcément une machine qui allait bien pour se connecter en Target, etc. Donc, je pense que ça va être une très bonne évolution. Et c'est voilà qui conclut ma présentation. J'espère que vous aurez appris des choses. On vous a mis un petit QR code avec une URL si vous souhaitez participer à un questionnaire, mais je vais laisser la parole à Flora pour expliquer tout ça. Ça marche, merci beaucoup. Donc, j'ai permis que vous ouvriez vos micros. Si jamais il y a des questions-réponses, ça peut être un peu plus interactif. Sans problème, il n'y a pas eu beaucoup de questions dans le chat. Voilà, on vous demande, ça prend 2 minutes, même pas, de répondre à ce petit questionnaire. Si vous pouvez le flash coder, savoir un petit peu comment s'est passée la session pour vous. Est-ce que vous êtes en possession d'un M1? Est-ce que vous souhaitez qu'on vous recontacte aussi après au besoin? Donc, nous laissez vos coordonnées. Et puis, je vous laisse ouvrir vos micros, vos caméras si vous le souhaitez aussi, et on reste à disposition pour répondre un petit peu à vos questions ou revenir sur ce que Mathieu a bien pu dire aussi. Mais en tout cas, déjà, je voulais déjà tous vous remercier. Remercie aussi Mathieu, qui a bien tenu le timing et le rythme en tout cas. C'est à vous. On vous laisse voilà, répondre à ce petit questionnaire et ouvrir vos micros si le besoin est. Est-ce que vous pourriez faire une démonstration comment utiliser une application iOS sur une machine M1 et ça comprend aussi les applications iPadOS? Alors oui, tout à fait. Ça inclut tout l'App Store iOS, donc y compris les applications iPad. D'ailleurs, celle que j'ai montrée à Radio Swiss Jazz, c'était bien la version iPad qui s'exécutait sur mon Mac enfin, nativement en double-cliquant dessus. Et en fait, pour les trouver, tout simplement, il faut aller dans l'App Store, le Mac App Store, et dans son historique d'achat, on va retrouver les applications iOS. Euh, voilà, et en fait, là, je suis sur le Mac. Je ne sais pas si vous voyez l'App Store, non, pas encore, si. C'est tout bon, Mathieu. Mais Ouais, d'accord. voilà. Donc là, Et en fait, vous avez démarré l'App Store. ouais, et ici, si je vais sur Apps pour iPhone et iPad, en fait, dans mes achats, je vais pouvoir retrouver directement les apps pour iPad, et puis je vais pouvoir les télécharger sur mon Mac, simplement. Elles vont se mettre dans mes applications comme si c'était une application pour Mac. Donc en fait, tout simplement, je vais acheter l'application sur mon iPad, ou la télécharger si c'est du gratuit, et puis après, je la trouverai ici dans la catégorie Apps pour iPhone et iPad directement. Est-ce que les applications de type Office 365, vous savez si elles sont natives pour la puce M1 ou pas encore? Oui, le gros des applications Microsoft sont déjà natifs pour M1, oui, tout à fait. Sur Universal depuis, ils en ont même parlé pendant la keynote d'introduction d'Apple Silicon. Ils avaient travaillé avec Microsoft, donc c'était du natif
pratiquement tout de suite. Si je regarde. Ouais, Microsoft Excel sur mon Mac est bien en Universal, ouais, par exemple. Universal veut dire que c'est natif ou ça veut Oui, dire que ça a été testé Universal, avec ça veut dire Rosetta 2? Ah non, non, Universal, ça veut dire que le point app contient un binaire natif ARM64 et un binaire natif Intel dans Ja. la même application.